À toutes et à tous, bonjour et bienvenue sur Angle de Vue. Ils sont au nombre de 8, les cadres radiés du secrétariat exécutif du PDCI, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Parmi eux, 7 ministres dont Kobena Kwasi Adjoumani, Thierry Tano ou encore Alain Richard Donwayi. Leur péché, avoir pris fait et cause et contre la ligne du parti pour le rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, dont l'Assemblée générale constitutive s'est tenue il y a une semaine environ. L'adhésion ou non du PDCI au RHDP cristallise, on le sait, l'attention, la section jeunesse du PDCI RDA appelant à son échec et au départ du parti de la coalition au pouvoir, sans oublier la refonte de la commission électorale indépendante. Mais pour les cadres PDCI, cette décision est nulle et de nul effet. C'est donc une bataille rangée au sein du plus vieux parti de Côte d'Ivoire qui a commencé avec, en toile de fond, la prochaine présidentielle. Un scrutin qui pourrait peut-être enregistrer un candidat, et pas des moindres, Guillaume Kibafoy-Soro, annonçant au détour d'un entretien réfléchir à cette éventualité. Tout ceci témoigne de la faillite de la coalition au pouvoir selon l'opposition qui envisage aujourd'hui une alliance avec le PDCI. Est-on déjà arrivé à cette possibilité? Côte d'Ivoire, crise au sein de la coalition au pouvoir, une alliance PDCI-opposition envisageable, c'est le thème retenu pour le premier plateau du jour. Ensuite au Niger et après une bataille judiciaire de 4 mois qui aura défrayé la chronique, les leaders de la contestation populaire née de la loi de finances 2018 sont désormais libres. Ils ont recouvré leur liberté ce mardi, mais pour eux, le combat ne fait que commencer, la prison n'ayant fait que renforcer leur ardeur. Niger, libération des activistes, la société civile revigorée. La question sera posée à nos invités du jour. C'est le second thème. À toutes et à tous, bonjour et bienvenue. Les invités, je vous les présente, mais on revient juste après ceci. Et sur ce plateau, Patrick Armand-Pouillon, bonjour. Bonjour. Vous êtes coach en politique de développement et gestion de crise. Face à vous, Kakri Kaza, bonjour. Bonjour. Vous êtes président du réseau Panacom, un réseau de communicateurs panafricains. Messieurs, merci d'être sur ce plateau radié du secrétariat exécutif du PDCI, mais pas du parti, visiblement. Patrick Armand-Pouillon, le président Ikono Bédi a-t-il peur de prendre le taureau par les cornes? Ah non, il est en train de jouer beaucoup de tactiques. C'est-à-dire qu'il ne veut pas avancer ses pions, il ne veut pas déclencher la guerre là où il faut, mais il est en train de se positionner, il est en train de faire... Je crois que dans cette situation en Côte d'Ivoire, il fait partie de ceux qui sont en train de bien jouer la partie, en ne se prononçant pas très vite, en ne décidant pas très vite, mais en mettant progressivement de l'ordre. L'autre chose, c'est que, bon, radié du parti, c'est pas évident qu'il en a le pouvoir. Donc, il fait les choses comme il faut pour se préparer à être celui-là qui va ramasser tous les déçus, toutes les personnes qui ne sont pas satisfaites du bilan Ouattara et du RHDP tel que ça se fait. Et donc, il est en train de faire un bon positionnement et je crois qu'il faut compter avec lui absolument pour les élections à venir. Voilà. Le PDCI s'est prononcé, Kakri Kaza, on le sait, contre l'adhésion au RHDP. Ces ministres payent-ils la formation de leur mouvement? On le sait, ils ont créé un mouvement il y a quelques semaines auparavant où leur soutien affiché au RHDP contre la ligne du parti. Oui, je pense, puisque lors de la conférence de presse du secrétaire exécutif du PDCI, Maurice Kaké-Ouikavié, il a dit qu'il y a une loi, ivoirienne, je crois en 92, loi de 92, qui stipule que nul ne peut être dans deux partis différents. Voilà. Donc à partir du moment où tu participes à la création d'un parti politique, tu t'exclus de toi-même. Donc ils ont dit que ce n'est pas eux qui ont exclu ces ministres-là, mais ils se sont auto-exclus au regard de la loi. Donc je pense que ça va de soi. Voilà, ça va de soi que leur exclusion n'émane pas du secrétariat exécutif ou du secrétariat général du PDC qui n'en a pas le pouvoir, puisque c'est le Congrès qui exclut, qui radie. Pardon. Mais ils ont été exclus des instances. Et comme le secrétariat exécutif est comme un cabinet du président, il a le pouvoir de nommer qui il veut. Maintenant, pour leur radiation, comme je l'ai dit tantôt, c'est au regard de la loi qui se sont auto-radiés, ce qui va être constaté par le prochain congrès du PDCI. Voilà. Patrick Armand-Pouillon, est-ce qu'on n'aurait pas dû employer une manière plus forte? Est-ce que ce n'est que ce qu'on peut faire aujourd'hui contre ceux-là? Parce qu'il ne faut pas oublier que leur position est extrêmement ferme
ils ont parlé de décision nulle, non avenue, décision totalement, on va dire, en griffe idiote. Non, il faut dire qu'au niveau du parti, ils savent qu'ils peuvent avoir besoin de ces soldats après. Donc en politique, ce n'est jamais terminé entre deux personnes, en deux camps. Donc le parti est en train de jouer la politesse et autres parce que ces gens-là peuvent retourner après à la maison. Maintenant, eux, ils vont faire aussi leur déclaration parce que s'ils ne font pas ce genre de déclaration, ils n'auront pas de poids dans la coalition dans laquelle ils sont allés pour se faire entendre. Donc s'ils vont aussi dans cette coalition en jouant ce qu'on a renvoyé de là-bas, ils n'auront pas de bon positionnement. Donc ils ont aussi intérêt à montrer que non, nous tenons toujours le parti, nous tenons toujours le PDCI, nous tenons ceci, mais vous savez, de toutes les façons, on sait qu'en Afrique et même dans le monde, il y a des partis politiques qui sont tenus. Hein, les chefs baoulés, les 3000 chefs baoulés qui sont en train de soutenir le PDCI en amenant des voix, ne sont pas alliés à des membres, ils sont alliés au président du PDCI. Donc c'est pour dire qu'il faut comprendre la stratégie dans les deux camps. Le président Bédié ne veut pas se créer la guerre tout de suite. Mais de la même manière, les autres aussi doivent dire des choses pour se faire entendre, mais c'est pas pour rien qu'ils ont créé un mouvement d'abord, parce qu'ils savent que bon, ils n'auront pas le label PDCI pour aller au rassemblement, autant créer un mouvement pour aller avec ce mouvement. Donc eux-mêmes, ils savent déjà que d'office, la loi va les frapper en allant dans un autre parti. Donc je crois que c'est clair à ce niveau. Voilà. Ces membres-là, donc, qui ont été exclus du secrétaire exécutif, ont fait une communication, mais ils ont pris le soin d'épargner le président Bédié. On n'a pas du tout fait cas. Est-ce qu'ils sont aussi en train de préserver leurs intérêts ou en train de préserver ce que représente aujourd'hui le président Bédié au PDCI et pourquoi pas à la Côte d'Ivoire? Oui, comme l'a dit mon co-débatteur, je pense que chacun fait des calculs. Voilà, nous sommes dans un jeu d'échecs, chacun fait des calculs. Et je pense qu'ils se disent, connaissant Bédié, que bon, peut-être qu'il n'ira pas jusqu'au bout et que vers la fin, il va rallier. Donc, ils préservent leur relation avec Bédié pour se dire, bon, on n'a pas encore atteint le point de non-retour. Et donc, quand Bédié va revenir, il ne faut pas qu'on se serait trop brouillé avec lui. C'est ce qu'ils disent. Mais en même temps, ils préservent aussi leurs intérêts. Aussi, ils se disent, on ne sait jamais. On ne sait pas sur quoi le président Bédié compte. Il pourrait avoir le dessus sur Ouattara. Il ne faut pas qu'on le... En même temps qu'on doit donner un gage au président Ouattara pour dire qu'on est avec vous et qu'on tient, en même temps, ils se disent, bon, il faut qu'on préserve le président Bédié. Parce que là, on ne sait jamais. Donc, je pense que c'est à ce jeu-là qu'ils sont en train de jouer. Qu'est-ce qui va arriver vers la fin? Bon, l'avenir nous dira. Voilà. La jeunesse PDCI, RDA, je reste avec vous, appelle le parti à ne pas rejoindre le HDP, à quitter la coalition au pouvoir et à la refonte de la commission électorale indépendante. Pourquoi la refonte de la CEI revient souvent dans les débats? Est-ce qu'il y a des reproches, notamment avec la coalition que vous soutenez, EDS, a longtemps milité pour cette refonte-là? Qu'est-ce que vous reprochez concrètement à la CEI? Bon, nous tous, nous savons que la CEI est la base, si vous voulez, en termes de... Si on veut tenir compte des organisations, des structures qui ont organisé l'élection, par la structure par laquelle la guerre est arrivée en Côte d'Ivoire en 2010. Voilà, au vu de ce que nous touchons ça et que je ne vais pas rappeler ici. Nous savons tous, et Bédié le répète, qu'il a perdu, on lui a spolié 600 000 voix. Mais quand tu le dis, nous savons tous que les gens, ils accusent Gbagbo de tous les péchés d'Israël, mais ils ne sont pas allés jusqu'à dire que c'est Gbagbo, le président Laurent Gbagbo, qui a usurpé les 600 000 voix. Ce qui veut dire qu'il ne veut pas dire c'est Ouattara. C'est Ouattara. Mais au terme d'un accord, Bédié a laissé tomber. Mais c'était la faute à la CEI. Après ça, il y a eu plusieurs choses. L'EDS et le Front populaire ivoirien a dénoncé cette CEI-là à juste titre. Aujourd'hui, le PDCI a fait chemin avec Ouattara pour cette CEI, parce que c'était la coalition, ça allait bien. Tant que tout marchait bien, il n'y avait pas de souci. Étant entendu que le président de la CEI est un militant, voilà, un militant du PDCI. Aujourd'hui, ils se retrouvent maintenant à la croisée des chemins. Ils sont en désaccord avec Ouattara. Ils savent bien ce qui s'est passé avec ce président de la CEI. Ils n'en veulent pas. Parce qu'ils savent que ce président et cette CEI est inféodé au pouvoir. Ils ne sont plus véritablement dans le pouvoir. La CEI est l'arbitre. On ne peut pas laisser un arbitre qui est favorable à l'adversaire à arbitrer le match. C'est comme si vous partiez déjà vaincu. Et c'est à juste titre que l'EDS et le Front populaire ivoirien ont refusé cette CEI-là. Voilà. Et la Cour de justice de l'Union africaine
a rendu une décision tout à fait, qui demande à ce que voilà, cette CEI-là n'était pas partielle. Et c'est fort de tout cela que demain, samedi 28, à la place CP1, la jeunesse de l'EDS lance un grand meeting, un grand rassemblement pour appeler tous les Ivoiriens à se mettre ensemble pour demander la dissolution de cette CEI-là, la refonte, afin que les élections à venir ne soient pas comme les élections de 2010. Du fait de cette CEI. Voilà. Le porte-parole, le secrétaire général délégué du RDR, a plutôt estimé que les déclarations de la jeunesse PDCI n'engagent absolument pas le président Henri Konan Bédié. Il dit être confiant de l'ouverture prochaine de discussions. On est toujours dans la stratégie politique ici, Patrick Abokoyon. Oui, je crois que si on est allé jusqu'à créer, sans Bédié, avec un Bédié qui ne vient même pas en termes d'observateur et qui reste à la maison, je crois qu'avec le bureau directeur du PDCI absent, je crois qu'il y a des choses qui n'ont pas marché. Mais je crois fondamentalement qu'il est important que nous comprenions que nous sommes en train d'aller vers la porte de non-retour, le point de non-retour, parce que nous sommes en train de nous retrouver dans un schéma où le PDCI sort, mais est en train de sortir avec sa vieille expérience. Elle ne veut pas sortir brutalement. Ils sont en train de sortir, pour ne pas dire, ils sont déjà dehors. Et je crois que, comme je l'ai dit une fois sur ce plateau, c'est Alassane Ouattara en train d'offrir au FPI une opportunité historique pour le fesser. Parce que je pense que même les militants et FPI un peu découragés, qui n'intervenaient plus dans le jeu politique, qui ne votaient plus et autres, s'ils ont une occasion d'avoir une coalition pour le barrer la route, ça va être une occasion formidable pour le FPI de pouvoir barrer la route au président Alassane Ouattara. Il perd un joker important en se brouillant avec Henri Konan Bédié, parce que tant qu'Henri Konan Bédié était lui, et Afin Guessan le disait hier, Afin Guessan disait que ce monstre qu'ils ont créé, qui a tout et tout ça, quand ça va exploser, ça ne peut qu'arranger l'opposition. Donc, ils ont intérêt à ce que ça explose, et le président Ouattara est en train de faire leur politique en faisant exploser cette coalition qui était redoutable. Voilà. Mais le président Alassane Ouattara a dit lors de la mise sur pied, on va l'appeler ainsi, du RHDP, il a dit: je suis prêt, avec l'aide du président Bédié, à transmettre le pouvoir à une nouvelle classe politique. Est-ce que ce n'est pas un appel qui aurait dû avoir écho auprès du président Bédié? Puisque si en fait il n'y a pas de point d'achoppement réel, pourquoi ne pas venir RHDP si tant est que l'accord était de transmettre le pouvoir à une autre génération de dirigeants? Bon, ça dépend de celui qui lance cet appel. Je pense que le président Bédié et le chef de l'État, Alassane Ouattara, se connaissent très bien. Bédié était ambassadeur de Côte d'Ivoire aux États-Unis quand Alassane Ouattara était étudiant, et il vivait chez Bédié. Donc ce n'est pas une affaire qui date d'aujourd'hui. Ils se sont opposés hier, quand Alassane Ouattara était Premier ministre, Bédié était président de l'Assemblée nationale. Ils étaient tous au PDCI. Pour la prise du pouvoir après le décès du président Félix Houphouët-Boigny, on a vu ce qui s'est passé. Après, ils se sont remis ensemble dans le RHDP. Ils se connaissent très bien. Ils étaient ensemble au Golf Hotel. On sait que la crise est arrivée du fait de l'alliance entre ces deux personnalités. Voilà. Donc, en principe, quand Ouattara parle, s'il est sincère, le président Bédié devrait comprendre. Mais si malgré son appel, le président Bédié n'a pas entendu, c'est parce qu'il sait que cet appel-là n'est pas un appel sincère. Si nous nous sommes entendus sur quelque chose et que j'ai foi, j'ai confiance en ce que tu dis, ce que tu fais, en ce moment précis, quand quelque chose sort de la bouche de l'individu qui parle, je suis à même de croire. Mais si le président Bédié ne croit pas, c'est parce qu'il sait que nous ne sommes pas attendus sur quelque chose. Il faut réaliser, il faut faire ta part. Faites votre part. Afin que l'accord puisse être un accord bien net. Mais je ne peux pas avoir fait ma part et à votre tour, vous refusez de faire votre part. Vous redéfinissez les termes du contrat en cours de jeu. Je ne suis pas d'accord. Donc je pense que c'est ça qui fonde l'attitude du président Bédié, qui semble, je dis bien qui semble, déterminé. On a dit qu'il y aurait eu un échange entre le président Ouattara et lui, mais jusqu'à présent, ça n'a pas abouti. Je pense que les positions sont figées et il faut faire attention parce qu'on a appris aujourd'hui qu'il y a eu un mouvement militaire à Korogo et à Mbengue. Voilà, on a appris ça, c'est sur les journaux même ivoiriens. Donc je pense que la tension est trop vive,
la tension est vive. Il faut que le président Ouattara en tire toutes les conséquences. Aujourd'hui, c'est lui qui a en charge le pays. Il en tire toutes les conséquences et qu'il il fasse en sorte, je ne dis pas de transmettre le pouvoir à Bédié parce que ce n'est pas un jeu entre les deux. La Côte d'Ivoire appartient à tous les Ivoiriens. C'est le destin des Ivoiriens qui se joue. Il faut enlever cette CEI. Il faut enlever le président de cette CEI. Il faut libérer les prisonniers politiques. Il faut faire rentrer les exilés. Moi, je suis un exilé. Tu ne peux pas. Je suis bien ici au Bénin, comme je le rappelle. Je suis bien, c'est une terre d'accueil. Mais on est mieux que je sois. Je veux venir au Bénin ici, être libre de retourner en Côte d'Ivoire, même si je ne me sens pas mal ici au Bénin. Mais je veux rentrer chez moi. Donc, tant que je suis ici, je ne serai pas en paix. Si le président Ouattara crée les conditions idoines de la vie en Côte d'Ivoire, je pense que tout va aller pour le mieux. Voilà. On voit en Côte d'Ivoire des personnes qui sont expulsées, qui dorment dans les cimetières, des gens qui sont arrêtés en prison. Voilà le frère Samba David qui a été libéré. Il a été arrêté, jugé pour un certain temps. Il a fait 3 ans de prison, alors qu'il devait faire quelques mois. Aujourd'hui, il est sorti, il est amaigri, il est malade. On parle même d'un empoisonnement que le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, même a tweeté ce matin, je crois. Un empoisonnement. Il est tout amaigri. On ne sait pas qui l'a empoisonné. On ne sait pas comment ça s'est fait. On l'a libéré comme ça, la nuit. Il faut que le président Ouattara crée les conditions. Il faut que le frère Samba David voie de vrais médecins, de vrais spécialistes pour qu'on sache de quoi il souffre. Parce qu'il souffre. On ne peut pas l'abandonner comme ça à sa famille. Le danger pourrait venir et on ne pourrait l'accepter. Voilà. Aujourd'hui, Patrick Aron-Pouillon, est-ce qu'un rapprochement entre le PDCI et l'opposition, notamment le FPI, est souhaitable pour la Côte d'Ivoire? Ah oui, s'il y a explosion là-bas, ça veut dire que le PDCI rentre dans l'opposition. Donc il n'y a plus de rapprochement entre opposition et PDCI. Il y aura un rapprochement entre les opposants. Je crois que les opposants ont vraiment souhaité ça depuis longtemps. Afin Guessan a commencé par rencontrer Bédié il y a longtemps. Ils ont souhaité ça pendant longtemps et ils sont en train d'avoir une opportunité historique. Et même quand vous dites par exemple que l'appel du président Ouattara devait rassurer le président Bédié, n'oubliez pas, on ne transmet pas le pouvoir à une autre génération dans 2 ans en prenant la présidence du parti. Quand on veut transmettre le pouvoir, on prépare en même temps la jeunesse en leur laissant prendre la présidence du parti qui est créé. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, vous imaginez, Bédié n'est pas membre fondateur du parti RHDP et va venir après. Ah non, ça veut dire que... Non, ça veut dire que je crois que là, soit si on veut vraiment faire quelque chose là, il faut arrêter d'abord cette affaire-là. On ne peut pas aller dans l'exclusion, créer un parti et demander après qu'il y ait inclusion. Ça va être difficile. Et vous voyez Guillaume Soro, son emploi du temps, bon, c'est vrai que c'est tombé et tout ça, bon, mais vous voyez, il n'était pas membre fondateur. Donc, à partir de cet instant, si les classiques du régime, les grands du régime ne sont pas membres fondateurs de ce parti, ça veut dire qu'il y a déjà cassure quelque part. Maintenant, qu'est-ce que le président Bédié va dire qu'il est à 2 ans près et prendre le temps encore d'attendre, ou bien est-ce qu'il va dégainer tout de suite? C'est ça que nous allons voir lors des élections à venir. Voilà. Donc, c'est très important qu'on puisse comprendre que si on veut transmettre le pouvoir à une autre génération, ça commence par la présidence du parti créé dès maintenant. Voilà. Karikaza, est-ce que vous êtes prêt à EDS pour une alliance avec le PDCI? Nous sommes prêts à une alliance. Aucune porte n'est fermée. Nous sommes prêts à une alliance pourvu que le PDCI soit vraiment déterminé. Voilà. Et que nous ayons des points de convergence. Le premier point de convergence, comme je l'ai dit, comme c'est des partis politiques qui aspirent d'abord à la prise du pouvoir pour changer les conditions de vie de la population, donc il faut créer des conditions idoines électorales afin que tous ceux qui vont concourir soient en confiance. Donc l'EDS est prêt à une alliance avec le PDCI. Je pense que des contacts peuvent déjà être établis. Je ne suis pas porte-parole de l'EDS, mais au vu de ce que je sais, le porte-parole du Front populaire ivoirien l'avait annoncé déjà que des contacts étaient en cours afin de rassembler toute l'opposition, afin de rassembler tous les fils de la Côte d'Ivoire pour demander les conditions idoines électorales, pour demander, si vous voulez, la gestion. Parce qu'il ne s'agit pas, il ne faut pas être focalisé seulement sur les élections. Il ne faut pas être focalisé seulement sur tout ce qui est politique. Il y a la vie sociale qui est là. Il y a des gens qui meurent. Il y a une famille qui est morte, calcinée, à Grand Bassam, je crois. Vous voyez, il y a des gens qui ont tout perdu. Il y a des inondations qui font, et puis les Ivoiriens ne savent plus où être. Si l'opposition est unie, il faut regarder de ce côté-là et ne pas seulement regarder du côté électoral. Mais comme on sait que c'est des partis politiques et que les élections présidentielles ne sont plus très loin, il faut que toute l'opposition
tous les Ivoiriens s'unissent, se rassemblent. Et donc, l'EDS en a conscience. L'EDS est prête à une alliance avec le PDCI. Et au-delà du PDCI, à une alliance avec tous les partis politiques. Est-ce que vous voyez, tous les partis politiques démocratiques qui sont prêts à se mettre ensemble pour faire avancer la Côte d'Ivoire. Voilà. Patrick Amonkouyon, je reste avec vous. Vous parliez tout à l'heure du président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Guillaume Soro. Il a déclaré dans un entretien qu'il allait réfléchir à se présenter à la prochaine élection présidentielle. Votre lecture de cette sortie, de son timing et de ses visées? Ah oui, au fait, il veut déjà donner des gages dans l'autre camp. Parce que l'autre camp ne sait pas le positionnement du président Soro par rapport à ce RHDP. Il a fait une descente à Paris pour intervenir, pour pouvoir faire en sorte que l'autre camp sache qu'il est un soldat disponible. Et faut pas, les gens disent d'office qui sera candidat. En réalité, Soro est tellement rusé qu'il ne sera pas candidat s'il n'y a pas de chance de gagner. Il sera disponible pour une alliance gagnante. Et donc, c'est pourquoi il dit, j'aurai l'occasion de rencontrer le président Ouattara. Il a dit pour lui dire... Le président Bédié aussi. Mais il a dit pour lui dire, mais c'est en réalité pour lui dire, l'écouter. Et ensuite, rencontrer le président Bédié. Et ne soyez pas surpris, il a dit, j'ai manifesté le besoin de rencontrer le président Gbagbo. Ce n'est pas de moi, si on ne s'est pas encore rencontré. Donc, à celui qui veut entendre, d'entendre. Il est disponible pour aller rencontrer Laurent Gbagbo aussi. Parce qu'il comprend le plan de Bédié et il veut jouer dans le même plan. C'est-à-dire, Bédié veut jouer un plan pour rassembler tout le monde autour de lui. Et donc, c'est à ça que Soro a compris que si tu n'es pas dans cette action de rassemblement général, le moment venu, tu ne seras pas le candidat. C'est-à-dire que c'est Bédié seul qui sera aux commandes pour choisir qui sera candidat. Et donc, il veut aussi jouer ce rôle de grand rassemblement en allant vers tout le monde. Et il a dit, pour aller demander pardon. Parce qu'il sait qu'aujourd'hui, on n'a rien à gagner, à jouer, j'ai raison. Il faut aller demander pardon pour avoir les gens avec toi. Voilà. Le président Guillaume Soro, président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, a expliqué que son absence au rassemblement ou au lancement du RHDP était due à un agenda taillé sur mesure depuis plus d'1 an. Il devait être hors du territoire alors que le rassemblement n'a été décidé qu'il y a quelques jours, quelques semaines. C'est ce qui explique son absence. Est-ce qu'on doit y croire ou son absence peut aussi s'expliquer par des visées politiques puisque visiblement il réfléchit à la possibilité ou à l'éventualité d'une candidature pour 2020? Soro ne veut pas du parti unifié. Vous êtes clair? Oui, je suis clair. Soro ne veut pas du parti unifié du fait dans sa configuration actuelle. Et il a dit sur son passage... Tout à fait, il parlait de l'inclusivité. De l'inclusivité. Et quand le journaliste lui posait des questions, stratégiquement, il bottait sans touche. Il n'a pas dit oui, il n'a pas dit non, mais il a insisté pour que ce soit... Tout le monde ensemble. Tout le monde ensemble. Et comme tout le monde n'est pas ensemble actuellement, ça veut dire non. Voilà. Maintenant, je vais pour dire que Soro, ce que je peux dire, c'est qu'il peut être majoritaire dans le camp Ouattara. Uniquement dans le camp Ouattara. C'est là-bas qu'il est majoritaire. Il veut jouer sa carte, c'est une bonne chose. Il parle de réconciliation nationale. Nous, on attend les actes. Je vous ai parlé de son tweet de ce matin où il a fustigé la tentative, l'information, le traitement de Samba David et il a craint pour ce qui pourrait arriver à son chef de protocole, Soul Toussoul, qui est aussi en prison. Voilà. Mais il a dit, si on était dans un état de droit, le ministre de la Justice devrait s'expliquer auprès du Parlement. Ça veut dire qu'il reconnaît qu'ils ne sont pas dans un parti de droit, un état de droit, pardon. Mais ce qui est grave, c'est que tu es le chef du Parlement. Et tu dis, si on était dans un état de droit, le ministre devrait venir s'expliquer au Parlement. Mais tu fais quoi pour que le ministre vienne s'expliquer au Parlement? Ça veut dire quoi? Tu n'as aucun pouvoir? Ça veut dire que tu n'as aucune capacité? Tu n'as aucune possibilité? Si là où tu es, tu ne peux même pas convoquer un ministre pour venir s'expliquer, au vu des informations si graves, d'assassinat, d'empoisonnement, de tentatives, des tentatives, oui, ne sont pas avérées. Des tentatives d'empoisonnement, d'assassinat, qui sortent de ta bouche, toi, haute personnalité du pays, je ne sais pas quand tu vas prendre la Côte d'Ivoire que tu pourras faire quelque chose. Et nous, ce qu'on attend de lui, c'est des actes. Tu es président de l'Assemblée nationale. Voici un monsieur, Koudou Dago Grégoire, qui est un Ivoirien, un opérateur économique, qui a son école, qui a ses établissements, et qui a loué ces établissements-là à un opérateur économique français qui a créé une école. Le contrat est arrivé à échéance, il demande
son école, on refuse de lui donner l'ambassade de la France. L'ambassadeur de la France se met dedans et aujourd'hui le gouvernement se met à côté et on lui crée tous les problèmes, on refuse de lui donner son argent. Soro là, il ne parle pas. Voilà, comment on appelle ça, Simone Gbagbo, qui a vu la décision de son acquittement pris en cours d'assises cassée par la Cour suprême. Alors que tout le monde sait qu'elle est innocente. Mais comment dans cette atmosphère-là, on peut avoir confiance, ça peut convaincre les gens à aller à la réconciliation nationale. Mais que fait Soro? Rien du tout. Il est là, il cherche à être candidat, c'est fini, c'est fini. Mais ça ne peut pas convaincre les gens. Il faut que Soro fasse ce qu'il peut faire pour mettre les gens en confiance. C'est peut-être au vu de ça qu'on peut penser que son initiative d'aller demander pardon à Gbagbo n'est pas chose, comment on dit, opportuniste. Voilà, ce qui est sûr, l'actuel président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire a beaucoup de soutien, dont l'ex-ministre des Sports Alain Loboyon, qui a déclaré officiellement sur les réseaux sociaux vouloir soutenir sa candidature et s'écriant vivement 2020, de même que l'ex-porte-parole des Forces Nouvelles, Félicien Sekongo, leader du mouvement pour la promotion des valeurs nouvelles en Côte d'Ivoire, qui a dit être pertinent une candidature de Guillaume Soro. Ce sera déjà la fin du premier débat du jour. Nous allons revenir pour parler du Niger. Ce sera juste après ceci. Niger, libération des activistes, la société civile revigorée, c'est le thème du second débat du jour. Patrick Armand-Pouillon, les principaux acteurs de la société civile, Ali Idrissa, Moussa Tchangari, Nouma Zika, sont condamnés à 3 mois de prison à sortie de sursis. Ils ont donc été remis en liberté. Est-ce que c'est un camouflet pour le ministère public qui avait quand même requis 3 ans de prison ferme contre eux? Ah oui. Ah oui, maintenant il faut dire que dans nos pays africains, il faut se demander si le ministère public lui-même, en disant autre chose là-bas, n'a pas demandé autre chose au juge. Parce que vous savez que la justice a du mal à vraiment manœuvrer en terrain libre. Et donc dans ces conditions, quand des gens sont libérés, il faut se demander si ce n'est pas le ministère public même qui demande la libération en se disant, bon, nous on va quand même demander ceci avant que vous ne libérez. Si la pression, ce qui est important que les activistes doivent comprendre, c'est que tant qu'il n'y a pas pression, aucun régime ne cède dans le monde entier. Alors si quelqu'un de vos collègues est en prison et vous ne mettez pas la pression, c'est d'office clair que vous n'aurez jamais la libération parce que les juges aussi ne sont pas libres pour décider. Donc à partir de cet instant, nous pouvons nous demander si ce n'est pas le ministère public lui-même qui a demandé la libération, tout en demandant dans sa plaidoirie qu'on puisse les condamner. Voilà, parce que la pression était maintenue. Kakri Kaza, est-ce qu'aujourd'hui, au Niger, les conditions sont réunies pour une justice équitable, selon vous? En fonction de la position des syndicalistes, je pense que les conditions ne sont pas vraiment réunies. Et nous ne pouvons que demander au chef de l'État de faire un petit effort pour que les libertés démocratiques soient respectées. Je vois que les syndicalistes ont été incarcérés, ils ont été arrêtés, ils ont été emprisonnés, et c'est maintenant qu'il y a eu la décision de condamnation à 3 mois pour ceci. Mais ils ont déjà purgé la peine. Voilà. Et qu'est-ce qu'on fait pour ça? Plus de 4 mois en prison. Or, c'est maintenant qu'on les condamne à 3 mois. J'espère qu'ils seront dédommagés. Et je pense que le bon dédommagement que peut-être eux ils veulent, c'est le respect de leurs revendications. Voilà, la loi des finances doit être cassée. Il faut que le chef de l'État puisse être à l'écoute des syndicalistes, être à l'écoute du peuple, afin que la situation se calme un peu au Niger, parce qu'il y a d'autres défis plus importants qui sont le Boko Haram, etc., qui tournent autour. Donc je pense qu'il faut se concentrer sur ces défis-là. Et puis ne pas prendre des décisions qui spolient le peuple. Voilà, parce que c'est ce que les syndicalistes disent. On ne peut pas prendre une décision pour augmenter les taxes et puis en même temps on fait des cadeaux aux compagnies téléphoniques. C'est pas bon. C'est comme si le peuple payait pour ces compagnies-là qui engrangent déjà des milliards sous le dos du peuple. Donc je pense que le chef de l'État qui est à l'écoute de son peuple devrait faire droit à ce que disent les syndicalistes. Voilà, votre avis il est clair. Après avoir passé 3 mois donc en prison, ils sont tous sortis, sauf un avocat qui était arrêté aussi. Lui, il a été condamné à 2 ans de prison ferme dans une autre affaire d'outrage à magistrat, si je ne m'abuse. Notre correspondant à Niamey a pu assister à leur libération. Il a recueilli quelques avis. Nous allons suivre à travers cet élément les premiers mots de ces militants-là, de ces responsables d'organisation de la société civile nigérienne.
Mardi 24 juillet 2018, très tôt le matin, les citoyens de la capitale, plusieurs centaines, ont envahi le palais de justice et ses alentours. Ils sont venus écouter le verdict du juge sur le procès des activistes de la société civile détenus depuis 4 mois pour une manifestation jugée illégale et qui a dégénéré le 25 mars dernier. Après quelques heures d'attente, c'est le soulagement. Le juge les a condamnés à 3 mois de prison avec sursis. Les avocats s'en félicitent. Le juge a dit le droit, selon maître Boudal Mouloud Efred, l'un des avocats des acteurs de la société civile. Il y a un objectif dans ce dossier, il faut que ça serve l'état de droit. Je pense que le juge a refusé de servir d'instrument. C'est tout à fait la fierté. Nous allons continuer à porter nos robes avec fierté parce que quelque part, il y a des juges qui disent les droits. Et je pense que ça honore tous les magistrats, ça honore les justiciables qui, une fois, peuvent continuer à avoir confiance à la justice, du moins jusqu'à preuve du contraire. Le même jour, plusieurs acteurs de la société civile vont regagner leur domicile triomphalement accueillis. L'un des activistes, Ali Idrissa, détenu dans la prison la plus éloignée de la capitale, est rentré le mercredi 25 juillet 2018 dans l'après-midi. C'est un accueil de grande taille qui lui a été réservé par les populations de Niamey qui l'ovationnaient tout le long du cortège. Il est sorti plus que jamais déterminé à poursuivre la lutte. Si ces gens savent c'est quoi la prison, ils n'allaient jamais nous arrêter. Je crois que la prison n'a fait que réaffirmer notre conviction à continuer ce combat. Le combat, on le fait pas pour nous. S'il s'agit de nous autres là, nous allons manger, dormir. Mais nous savions bien qu'il faut des sacrifices. Et nous sommes prêts à assumer ces sacrifices. Je disais, nous n'avions même pas pris tous nos bagages. Nous sommes prêts à retourner quand ils veulent en prison. Si c'est ça pour eux, si c'est ça leur force. Mais nous le ferons pour le peuple nigérien, pour que la démocratie soit restaurée dans ce pays, pour que les droits humains soient une effectivité dans notre pays. C'est pourquoi nous sommes battus pendant toutes ces années. D'autres acteurs de la société civile qui n'ont pas encore été jugés gardent toujours prison. Ils sont les organisateurs d'autres manifestations interdites après l'arrestation des leaders qui viennent de recouvrer leur liberté. Patrick Armand-Pouillon, votre réaction suite à cet élément de notre correspondant à Niamey? C'est toujours désagréable que des gens qui ne sont pas politiciens, qui ne sont pas mêlés aux questions politiques, soient mis en prison comme ça. C'est toujours désagréable. Ça n'a rien de bon pour l'image d'un pays, pour l'image, la vitrine que nous devons être et tout ça, ce n'est pas du tout bon. Que les politiciens se tapent sur eux, c'est quand ils veulent, mais qu'ils laissent les acteurs de la société civile hors de ces trucs de prison, de ceci et tout ça. C'est très important, parce que c'est pas bon du tout qu'on prive une famille de son papa pour des questions d'opinion, pour des questions de défense de liberté. Liberté dont les gouvernants eux-mêmes vont bénéficier quand ils vont quitter le pouvoir. Je crois que ça, c'est pas bon du tout. Et il faut que les régimes dans le monde entier puissent mettre une ligne rouge. On ne doit pas toucher aux acteurs de la société civile lorsqu'il ne faut pas de la politique. Que les politiciens se tirent dessus comme ils veulent, mais qu'ils laissent les acteurs de la société civile hors de leurs intrigues politiques. Alors, on a vu le président Mamadou Issoufou qui était récemment à Paris. Il a dit que on n'avait pas le droit de manifester la nuit, que c'est ce qui avait été interdit et que c'est à cause de ça qu'ils avaient été embastillés. L'homme s'est défendu, il a dit qu'il était un bon démocrate, un démocrate bontain, qu'il allait quitter le pouvoir à la fin de son second mandat. Est-ce que, au vu de cette stratégie de communication-là, c'est des arguments qui peuvent se comprendre? Est-ce qu'on a le droit de manifester à toute heure du jour ou de la nuit? Est-ce qu'il n'y a pas des canevas sécuritaires qu'on pourrait respecter? Si je ne connais pas ce que dit la loi nigérienne à cet effet, mais je pense que, comme l'a dit mon co-débatteur, il faut encadrer les marches. Il faut laisser les gens s'exprimer. Voilà. Quand on est dans un pays démocratique, il ne faut pas bâillonner l'expression de la démocratie, ou bien les manifestations. Il faut les laisser. Voilà. Tant que tu n'as pas les preuves, tant que tu n'as pas des éléments pour montrer que c'est une activité subversive, il faut les laisser, il faut les protéger. C'est ça, parce que tout le monde ne peut pas avoir la même manière de voir. Des personnes qui ne sont pas d'accord, qui veulent manifester, il faut les convaincre. Si tu as pu les convaincre, elles restent tranquilles. Si tu n'as pas pu les convaincre, tu les laisses manifester. Et puis bon, c'est l'opinion. Voilà, l'opinion, on fait une bataille d'opinion et puis on laisse le peuple décider. Maintenant, pour ce qui revient à l'annonce du président relativement aux élections, je voudrais saluer cette annonce. Je voudrais saluer cette annonce qu'on n'a pas l'habitude de voir sous nos tropiques. Si le président annonce
au niveau, à la face du monde, qui ne va pas se présenter, je le salue. Je pense que c'est une décision démocratique. Voilà. Et je lui demande de continuer, de réaliser cette promesse-là et de faire en sorte, il ne s'agit pas seulement de réaliser cette promesse, mais de faire en sorte que les élections à venir soient libres, transparentes et qu'il y ait des conditions pour que celui que le peuple nigérien choisit puisse diriger aux destinées du Niger. Parce qu'une chose est de ne pas se présenter, et puis une autre chose est de faire en sorte que celui qu'on a désigné soit président vaille que vaille, comme on le voit en Côte d'Ivoire avec Alassane Ouattara, qui, s'il ne se présente pas, veut imposer quelqu'un. Donc je voudrais saluer le président du Niger et l'encourager à continuer dans ce sens. Voilà. Patrick Amompouillon, est-ce que ce n'est pas un discours ambivalent quand on sait les affres que subit le chef de file de l'opposition politique, condamné dans un procès vide de sens selon la défense et selon plusieurs personnalités qui se sont penchées sur ce dossier-là? On estime aujourd'hui que c'est une cabale du régime. Le président dit « je m'en vais », mais les conditions ne seraient pas créées. Il y a une mission d'expertise de l'OIF qui était au Niger récemment, qui s'est penchée sur la question, conduite par le professeur émérite Robert Dossou, qui était à Niamey, pour essayer de discuter autour du code électoral qui est sujet à débat, à critique. On a l'impression que, outre le discours qui est tenu parfois à Paris, dans un ton peut-être enjolivé, bon teint, il y a une manœuvre sur le terrain qui tente à sécuriser l'après, c'est-à-dire empêcher celui que le peuple nigérien pourrait vouloir comme président d'être candidat. On va pas utiliser la langue de bois, on va te dire les choses claires. Ce n'est pas parce que le président nigérien ne veut pas être candidat qu'il va laisser le boulevard à ses ennemis pour le mettre en prison. Donc, à partir de cet instant, il doit sécuriser ses arrières, ça c'est clair. Maintenant, il est en train de sécuriser ses arrières pour qui et tout ça. Mais non, le jeu politique est un jeu politique. Il faut qu'on comprenne que ce n'est pas parce que je ne suis pas candidat que ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont eu des emmerdes sous mon régime, je vais les laisser comme un boulevard pour venir au pouvoir et pour me faire encore les mêmes emmerdes que je leur ai fait. Donc, il ne faut pas qu'on parle la langue de bois. C'est clair et net. J'ai l'habitude, mon vis-à-vis a l'habitude souvent de ramener ça à la Côte d'Ivoire. Mais écoutez, il ne faut pas aussi faire de cadeaux au pro-Ouattara quand ils vont venir au pouvoir. Donc c'est clair, c'est ça le jeu politique. Et il ne faut pas utiliser la langue de bois. Il ne faut pas que nous disons, bon, l'autre fait mal, bon, nous on va venir, tout sera blanc comme une église, comme une mosquée et tout. Non, c'est pas comme ça la politique. Donc il est en train de sécuriser le vote pour ses successeurs. Il a toujours sécurisé son vote, il va continuer par le faire. Donc, à partir de... Et n'oubliez pas, quand moi je vois la situation au Niger, que je ne connais pas directement de très près, je sais qu'il doit y avoir des guerres ethniques, des guerres de clivage très forts. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'objectif ici pour lui, c'est je ne suis pas candidat, mais il va falloir que mon camp, d'une manière ou d'une autre, que ce soit ethnique, que ce soit politique et autre, puisse sécuriser le pouvoir afin que les autres ne viennent pas me faire de la merde comme ils ont eu de la merde sous mon régime. Donc, c'est clair, il va sécuriser l'après-élection. Voilà. Karigaza, est-ce que c'est une logique qu'on devrait pouvoir comprendre en politique? Le fait, pourquoi pas, de donner des coups, même si c'est pas légal, c'est pas juridiquement viable? Ce que dit Monsieur Pognon. Monsieur Pognon, c'est la réalité. C'est la réalité, c'est ce qui se passe. Ce sont les faits. Mais cela dénote du fait que nous ne sommes pas dans des pays démocratiques. Parce que quand tu es dans un pays démocratique, tu n'as pas à réfléchir comme ça. Voilà. Mais c'est ce que font nos gouvernants. Je m'en vais, mais il faut que je sécurise, je ne sais pas. C'est ce qu'ils font. Et c'est pourquoi l'opposition devrait pouvoir se battre, s'unir, se battre pour arracher. Parce qu'un pouvoir ne le donne pas. Quoique nous demandions les conditions idoines, quoique nous demandions que les règles soient respectées, mais les règles, on les fait respecter en politique. Parce que c'est la course au pouvoir. Le pouvoir, il ne se donne pas, il s'arrache. Malheureusement, c'est ce qui se voit, mais je pense que nous devons aller de plus en plus vers des pays démocratiques qui sont gages de paix, de stabilité et de développement. Parce que si on doit toujours réfléchir comme ça, celui qui va, il ne sera pas parti tant qu'il n'a pas l'assurance qu'il aura perpétué sa dynastie. Et les guerres, on va toujours aller de guerre en guerre, et puis l'Afrique va en partir. Donc il faut enlever cette pensée-là. Mais ça ne se fait pas du jour au lendemain, puis ça ne se fait pas en s'asseyant ce soir. Il faut se battre. C'est pourquoi il faut que partout où nous sommes, les positions se rassemblent et aillent se battre pour arracher le pouvoir et arracher les conditions. Je ne désespère pas. Il y aura des gens qui peuvent créer des conditions idoines
des conditions électorales où eux-mêmes vont perdre. On a vu le président Laurent Gbagbo en 2001, lors des élections municipales, qui les a organisées. Et puis bon, le PDCI a gagné les élections municipales. Donc il y a des gens qui sont foncièrement démocrates qui ne vont pas toujours réfléchir de cette manière-là. Et je pense que c'est au peuple de se battre pour mettre ces gens-là à la tête de nos États. Voilà. Patrick Amon. Non, à ce niveau, je voudrais dire que c'est heureux, et c'est même bon pour le président en exercice de créer les conditions démocratiques afin de ne pas être perturbé après. Mais quand vous voyez la façon dont les États sont gouvernés en Afrique, c'est clair que après tu vas être persécuté. Parce que la gouvernance a été une persécution pour les autres. Donc, quand tu viens au pouvoir, il y a cette envie de revanche. Alors qu'on peut faire comme Nelson Mandela, qui personne ne peut... C'est-à-dire que quel que soit celui qui arrive au pouvoir aujourd'hui en Afrique du Sud, quel que soit le camp d'où il vient, il respectera Nelson Mandela. Parce que sous son règne, personne n'a été persécuté. Il a mis les règles démocratiques en place pour protéger tout le monde et pour se protéger. Et je crois que nous devons aller à cette école, parce que tant qu'on ne va pas à cette école, tôt ou tard, on va être persécuté, parce que on dit qui tue pas l'épée périt par l'épée. Donc il est important que nous comprenions que il faut faire en sorte que sous mon règne, les gens soient tellement à l'aise dans leur façon d'exprimer leur liberté, que je vote des lois pour sécuriser les libertés, afin que moi-même, ancien président, je puisse profiter de cette liberté. C'est bon pour les gouvernants. Et même cette affaire de mettre son successeur, vous voyez en Angola, il a mis son propre successeur, mais il est persécuté maintenant en termes de lutte contre la corruption. Donc c'est pour dire que ça ne garantit rien de dire je vais mettre mon homme, ça ne garantit rien. Ce qui garantit l'après-gouvernance pour un homme d'État, c'est les règles démocratiques qu'il a installées et le système de gouvernance qu'il a installé de façon durable dans le pays. C'est ça qui garantit sa sécurité, et non le fait qu'on mette son successeur, encore qu'il y a plein de pays africains où le successeur a créé tous les ennuis possibles à celui qui l'a mis sur le fauteuil. Voilà. Patrick Amon, je reste avec vous, notamment sur le cas nigérien. On a vu la société civile dénoncer un certain nombre de choses, notamment le fait que l'assiette fiscale soit beaucoup plus dure pour les pauvres et beaucoup plus allégée pour les riches. Est-ce que c'est quelque chose, c'est visiblement quelque chose qui est en train de se perpétuer dans l'Afrique, notamment l'Afrique francophone, avec les codes et les clous du FMI et de la Banque mondiale qui exigent telle ou telle chose, qui valident telle ou telle chose, alors que dans l'assiette ou dans le panier de la ménagère, eh ben, c'est la souffrance. Le peuple ne comprend pas. On a vu, par exemple, des domiciles privés qui ont été scellés au Niger, au Bénin, ailleurs, ou des maisons privées qui ne percevaient, par exemple, même de loyer, ont été fermées. On a placé des scellés sur des maisons, alors qu'on ne comprend pas, par exemple, qu'on puisse faire la part belle à de grands groupes, des groupes qui génèrent de gros sous, notamment des milliards. Non, il est important et essentiel que nous comprenions ceci. Le FMI est un organe d'échec. Un organe d'échec, un organe d'appauvrissement des peuples africains et même des peuples dans le monde. Ça n'a jamais réussi quelque part. Même le système des Nations Unies n'a jamais résolu une crise. C'est des grands intellectuels qui pensent tout connaître, qui ont eux-mêmes besoin d'emploi, donc ils sont là-bas pour avoir un emploi, et qui foutent la merde. Prenez par exemple le Ghana. Le Ghana vient de foutre le FMI dehors avec l'élection du nouveau président qui a foutu le FMI dehors et qui fait un emploi obligataire qui attend 1500 milliards de francs CFA, en obtient 2500. Parce que les gens font confiance à ce pays-là. Je crois que les pays africains doivent cesser d'écouter ça. Écouter des programmes qui ne font que appauvrir le peuple, qui ne font que les grands agrégats économiques. Vous voyez, quand le FMI fait le tour de l'Afrique et donne de très bonnes notes à des économies qui sont visiblement en difficulté, je crois que cette affaire de FMI là, vraiment, il faut s'en passer. Il faut passer à autre chose. Merci beaucoup, Patrick Amon-Pouillon. Kakri Kaza, vous avez quelque chose à rajouter? Bon, juste saluer la chaîne Sika TV. Merci beaucoup. Vous êtes Kakri Kaza, président du réseau Panacom, réseau de communicateurs panafricains. Face à vous, Patrick Amon-Pouillon, coach en politique de développement et gestion de crise. 2 thèmes étaient au menu de cette émission. Merci de les avoir suivis. Merci d'avoir suivi les avis de nos invités. Merci de nous rester fidèles. À très bientôt pour un nouveau numéro de Angle de Vue. D'ici là, portez-vous bien.